L'épisode s'ouvre sur le genre de scène où des gens normaux appelleraient un psychologue. Zhang se tient sur le balcon, dans cette pose classique de réflexion post-massacre, téléphone à la main, fixant les cadavres gelés dehors comme s'il s'agissait d'ordures qu'il n'a toujours pas sorties. À côté de lui, Zhu, notre médecin épuisé, serrant une batte de baseball comme si elle préférait vraiment que toute cette situation soit un sport. Zhang, lui, est dans un tout autre état d'esprit. Il lui tend calmement une deuxième batte. Zhu cligne des yeux, clairement en train de penser ce que toute personne saine d'esprit penserait. Pourquoi, exactement, je manie deux battes contre des gens déjà morts? Et à voix haute, elle demande à peu près ça, pourquoi continuer à les frapper? Ces types sont glacés, finis, supprimés du serveur. À quoi bon? Les yeux de Zhang se plissaient, une seconde, toute douceur disparaît de son visage. La haine qui l'a poussé à travers ses souvenirs de soupe cannibale remonte à la surface. Si c'était une comédie romantique, c'est ici qu'il sortirait une phrase poétique. Mais non, il passe en mode propriétaire d'immeuble version apocalypse. Il dit, de son ton calme et vaguement terrifiant habituel, que même morts, ces gens sont une horreur visuelle. Des déchets. Pire que des taches sur son balcon. Il veut qu'ils disparaissent. Et plus encore, il veut qu'un message soit gravé dans la glace pour tout l'immeuble, touche à ce qui est à lui, et voilà ce qui t'arrive. Alors il ordonne à Zhu Gui, la même femme qui a juré de protéger la ville, de sortir et de réduire les corps en miettes. Pas une tape symbolique. Il les veut pulvériser, transformer en panneaux d'avertissement. Pour lui, c'est simple, étape 1, éliminer le problème. Étape 2, transformer le problème en contenu. Étape 3, laisser les voisins mariner dans la peur. Zhu hésite un instant. Elle est médecin, pas exécutrice de la mafia, mais elle sait aussi exactement ce que ces gens ont fait, et ce qu'ils auraient fait si on leur avait laissé une chance. Elle acquiesce, prend les battes et s'avance sur le balcon ouvert. Le vent lui déchire les vêtements. Le monde en bas est un cimetière blanc. Les cadavres sont là, figés dans leurs expressions, comme des statues macabres. Derrière elle, Zhang lève son téléphone et commence à filmer. Quand elle remarque la caméra, elle manque de lâcher la batte. Attends, tu es vraiment en train de filmer ça? Zhang ne se donne même pas la peine d'être gêné. Il dit simplement qu'il documente le processus pour que tout le monde voit exactement qui possède cet immeuble désormais. En d'autres termes, il réalise un tutoriel. Comment éviter de finir en décoration de glace, épisode 1. Zhu avale sa salive, se tourne vers la glace, et frappe. La batte frappe dans un craquement sec, écœurant. Un crâne givré s'effondre, des éclats de glace et d'os jaillissent comme une neige grotesque. Zhang reste sur le côté, téléphone stable. C'est brutal. C'est mesquin. Et c'est efficace. Elle frappe encore. Et encore. Chaque coup vise moins le cadavre que l'ancien ordre de l'immeuble. L'époque où des bandes pouvaient terroriser les résidents est terminée, désormais, le monstre tout en haut de la chaîne alimentaire est de leur côté. Plus ou moins. Tant que ça l'arrange. Quand elle termine, les anciens voyous ne sont plus que des tas de débris gelés. Cut au chat général de l'immeuble. Une nouvelle vidéo apparaît, le best-of de Zhang. Tous ceux qui ont souffert sous ces types appuient sur lecture comme si leur vie en dépendait. La réaction est immédiate, certaines personnes se mettent à applaudir, tapant en pleurant, incapables de croire que le démon qui les tourmentait est vraiment mort. D'autres sanglotent en riant, en voyant des messages du type « Il est enfin mort » et « On peut enfin sortir ». Quelques-uns spamment juste des émojis en pleurs, comme si leur clavier était coincé. Ils ne sont pas seulement heureux que la bande soit morte. Ils sont heureux que quelqu'un de plus fort que les monstres soit apparu de leur côté. Jusqu'à ce qu'ils voient le message attaché à la vidéo. Zhang écrit avec la chaleur émotionnelle d'un avis de rachat d'entreprise qu'à partir de maintenant, l'immeuble est sous son contrôle. Pas une suggestion. Une déclaration. Le chat se fige une seconde.
Les mêmes qui célébraient réalisent maintenant un deuxième fait, tout aussi terrifiant, le diable est mort. Mais un nouveau diable vient de prendre le trône. Retour à Zan et Zhu, assis côte à côte sur le canapé, faisant défiler le chat comme s'ils lisaient les avis d'un restaurant qu'ils viennent d'acheter. Zhu lit les messages à voix haute, mi-impressionné, mi-abasourdi. Tu les as vraiment tués? Tu as de la nourriture? Tu vas nous protéger maintenant? Zan se renverse, détendu, comme si tout se déroulait exactement selon son script, puis son téléphone sonne. Le nom s'affiche. Zan se fige. C'est Qin. Pendant un instant, son expression se fissure. Il murmure, étonné qu'elle soit encore vivante. Parce que s'il y a bien une chose dont l'Apocalypse n'a pas besoin, c'est d'elle. Il décroche. De l'autre côté, une voix familière douce, tremblante, imprégnée juste assez de désespoir pour sembler authentique, si on oublie qu'elle est une manipulatrice émotionnelle professionnelle et déborde du haut-parleur. Elle demande s'il est vraiment avec les 7 docteurs maintenant. Son ton est doux, blessé, la voix qu'on utilise juste avant de larguer une bombe de culpabilité. Elle dit qu'elle est seule dans un autre appartement de l'immeuble. Elle veut venir le rejoindre. Zan écoute en silence. Elle lui rappelle que Zeng, celui qu'il vient de tuer, est mort désormais. N'est-ce pas le moment parfait pour lui permettre de vivre une vie heureuse et confortable à ses côtés? Elle insiste qu'il ne peut pas vivre avec une autre femme. Parce qu'il lui appartient. Totalement. Exclusivement. Elle parle comme s'il était son petit ami de longue date qui vient d'oublier le scénario, pas l'homme qu'elle a ignoré jusqu'à ce que ça devienne utile. Zan ne peut s'en empêcher, il sourit. À voix haute, il confirme simplement qu'elle est encore vivante. À l'intérieur, il relève mentalement ses manches. De l'autre côté, Qin se saisit dramatiquement la poitrine, comme blessé par l'idée qu'il ait pu la croire morte. Les larmes coulent, sa voix se brise lorsqu'elle jure qu'elle l'a toujours aimé, plus que sa propre vie. Elle le supplie de virer la docteure, promettant que s'il fait juste ça, ils pourront enfin être heureux ensemble. Pendant qu'elle déroule son grand monologue romantique, la réalité la rattrape. 2 filles très mécontentes apparaissent derrière elle. L'écran tremble, les voix montent. D'un coup, il y a des cris, des coups, le bruit évident d'une bagarre. Zan éloigne calmement le téléphone de son oreille et le regarde comme s'il regardait un live vaguement divertissant. Puis il raccroche. Zhu, les joues roses, passe ses bras autour de lui et murmure qu'elle n'est pas comme elle. Et pour être juste, c'est vrai. Elles se battent pour attirer l'attention. Elle ramasse des battes et pulvérise des cadavres parce qu'il le demande. Zan la regarde, et tous deux rougissent un peu de leur proximité. Puis un sourire plus sombre, plus malicieux se dessine au coin de sa bouche. Il pense, amusé, que si Qin les voyait ainsi, serrés l'un contre l'autre, elle exploserait probablement. Et l'épisode se fait un plaisir de le confirmer. Retour au chaos dans l'appartement de Qin. La bagarre continue. Ces deux rivales sont quasiment en train de se déchirer, nourris par l'adrénaline et par la taxe supplémentaire que la fin du monde impose aux amitiés fragiles. Soudain, la voix de Zan jaillit du téléphone de Qin. Il a envoyé un message vocal. Son ton est calme, presque doux, le genre de voix qu'on utilise juste avant de démolir quelqu'un émotionnellement. Il dit que Qin est quelqu'un de bien, mais qu'elle arrive un peu tard, parce qu'il a déjà trouvé quelqu'un de mieux. La pièce devient silencieuse. Qin attrape le téléphone avec des mains tremblantes. Sur l'écran, elle voit une photo, Zan et Zhu ensemble, clairement proches, franchement pas des colocs pour des raisons de sécurité. Son cerveau fait écran bleu. Elle hurle qu'il ne peut pas lui faire ça, qu'elle l'aime plus, que Zhu ne l'aime pas et l'utilise sûrement. Qin supplie, pleure, tente de se réinsérer dans sa vie à la force du volume. Elle implore une seule chance. Elle lui prouvera qu'elle l'aime vraiment. Zan, apparaissant à l'écran, se contente de sourire et dit que ce n'est pas nécessaire. Lui et Zhu s'aiment réellement, alors, pourrait-elle gentiment les laisser tranquilles? Et pour leur bien à tous les deux,
Ils devraient arrêter de se contacter. On pourrait mal interpréter. Qin s'effondre au sol, en larmes. Elle hurle qu'elle n'y croit pas, il l'a poursuivie pendant 2 ans. Il avait juré d'être toujours là. Comment ça peut changer d'un coup? Ces deux rivales rient de son malheur. Elles la traitent de pathétique, disent qu'elle l'a bien mérité, ajoutant de la cruauté comme des vermicelles sur une crise nerveuse. Finalement, Zhang met fin à l'appel, notant tranquillement qu'il s'est assez amusé pour aujourd'hui. De toute façon, avec le chaos dehors, elle va probablement mourir bientôt. Cruel. Efficace. Fidèle à lui-même. Il se tourne vers Zhu et lui demande si elle pense qu'il a été trop dur. Zhu lui serre la main, les yeux doux, et dit qu'elle est sûre qu'il avait ses raisons. C'est tout ce qu'il lui faut. Il sourit, lui tend la main formellement presque comme un gentleman et dit qu'il est vraiment heureux qu'elle le comprenne. Elle la prend. Dans cet enfer glacé, ça compte comme une étape dans leur relation. Le temps passe, et Zhu fait ce que font les petites amies de l'Apocalypse, elle prépare le dîner. Elle annonce que tout est prêt. Zhang, mâchant une pomme avec paresse, lui dit de commencer sans lui, il arrive. Il est occupé à traîner sur le chat général du bâtiment 25, devenu un forum de réclamation. Un message attire son attention, Tante Lin, la reine autoproclamée du « Je mérite vos affaires » est en train d'écrire. Elle prétend connaître des gens dans la police. Si les résidents ne lui obéissent pas et ne lui apportent pas de nourriture, elle les fera arrêter, exécuter ou pire. C'est l'apocalypse, le monde est gelé, et cette femme fait encore du RP de dictatrice de quartier. Pendant que Zhu mange en silence, elle se demande si Zhang va vraiment faire confiance à quelqu'un au point de manger ce qu'on lui prépare. Il ne lève même pas les yeux de son téléphone lorsqu'il lâche une petite leçon d'histoire récente. Tante Lin fut l'une des premières personnes que Zhang a capturées et enfermées. Le vrai miracle, ce n'est pas qu'elle soit encore en vie, c'est qu'elle arrive encore à poser problème. Zhu baisse la tête, voix minuscule. Elle avoue que lorsqu'elle avait examiné le petit-fils malade de Tante Lin au début de la catastrophe, elle avait eu pitié et leur avait donné quelques provisions. Zhang se tourne lentement vers elle avec un regard qui dit « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas fait ce que je pense ». En voyant son expression, Zhu panique et se défend, c'était au début du désastre. Elle n'aurait jamais imaginé que ça durerait aussi longtemps. Si elle avait su que ça deviendrait si grave, elle n'aurait jamais agi aussi impulsivement. Zhang ne la gronde pas pour sa compassion. Ce n'est pas ça le problème. Il verse calmement du jus dans un verre et le pose sur la table avec la précision de quelqu'un qui dépose des preuves. Le problème, dit-il, est tout autre. Il pose une question simple, si Tante Lin a mangé les provisions que tu lui as données, pourquoi est-elle encore en vie? La chronologie ne colle pas. Les mains de Zhu tremblent en posant son assiette. Elle explique à voix basse qu'il y a environ 10 jours, le petit-fils est mort faute de médicaments. Zhang se renverse et hoche la tête une fois. Ainsi, dit-il, tout s'emboîte. Une seconde plus tard, un rire fou perce l'air glacé depuis l'immeuble d'en face. Les deux courent au balcon. À l'un des étages supérieurs, au moins le 10e, un homme apparaît debout sur la rambarde. Ses yeux sont fous, son rire hystérique, le son de quelqu'un dont la raison vient enfin de se briser sous le froid et la faim. Il saute. Il ne tombe pas comme un homme, il plonge comme une lance, tête la première, riant jusqu'à ce que le sol l'interrompe. Le choc est brutal. Le rire cesse. Il ne reste que le vent. Zhu expire lentement, tremblante. Elle pose la question que toute la ville répète, quand est-ce que ça va finir? Zhang fixe la tempête sans fin. Il ne cherche pas à adoucir quoi que ce soit. Pas de discours motivant. Pas de promesses vides. Il dit que personne ne sait. La météo se moque complètement de leurs sentiments, de leur plan ou de leur emploi du temps. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Attendre, et faire tout ce qui est nécessaire pour survivre jusqu'à ce que le monde décide ce qu'il veut devenir. À ce moment, le téléphone sonne encore. Cette fois, c'est l'oncle Yu. Zhang décroche, voix détendue.
L'oncle Yu rit de cette façon tendue des gens qui essaient d'avoir l'air bien alors que tout brûle autour d'eux. Il demande si tout va bien du côté de Zhang. Zhang sourit et coupe la politesse. Il lui dit d'aller droit au but, s'il peut l'aider, il le fera. Et intérieurement, le narrateur commente, l'oncle Yu est l'un des rares bons. Dans un monde rempli de parasites, c'est quelqu'un dans qui il vaut la peine d'investir. De l'autre côté de la ligne, Yu est assis sur son lit, épaules lourdes. Il explique que la fille de Mei a une forte fièvre. Ils n'ont aucun médicament. L'enfant brûle, et ils craignent qu'elle ne survive pas à la nuit. Après un court silence, il pose la question évidente, tu aurais du médicament? Les yeux de Zhang s'écarquillent légèrement. Une de ses sourcils se soulève, ses pensées commencent à s'aligner. Passons en revue les faits, l'oncle Yu est célibataire. Mei est jeune, avec une bonne silhouette. Elle reçoit protection et ressources en s'attachant à la gentillesse de Yu. Et la gentillesse, en pleine apocalypse, est une ressource très limitée. Zhang considère tout cela, puis étend le bras comme s'il faisait un grand geste théâtral. Il dit qu'il a des médicaments. S'ils viennent, il partagera. Yu le remercie à répétition, la voix pleine de soulagement. Il dit que Zhang l'a déjà aidé 2 fois. Que si Zhang a besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander et il ne dira jamais non. Zhang ferme les yeux, laissant ses mots couler comme de la musique. Il dit qu'ils se connaissent depuis des années. Que Yu est plus proche de lui que sa propre famille. Puis son ton se durcit légèrement. Assez parlé. Qu'ils viennent chercher les médicaments. Il raccroche, puis murmure pour lui-même que Mei est loin d'être innocente. Elle n'est pas avec Yu par affection mais parce qu'il a écouté et s'est préparé. Pour une prédatrice comme elle, ça fait de lui la meilleure option. Zhu, assise à côté avec un verre de jus, demande si Zhang et Yu sont vraiment aussi proches. Zhang ne prétend pas le contraire. Il dit qu'en temps pareil, on ne peut penser qu'à son propre bénéfice. Et qu'aider quelqu'un comme Yu est utile. S'il survit et reste reconnaissant, il devient un atout. Il finit son jus et pose le verre vide. Il ajoute qu'il ne veut pas que cette catastrophe transforme Yu en monstre de plus. Les gens comme lui sont rares. Ils valent la peine d'être protégés, tant qu'ils restent utiles. Un peu plus tard, on frappe à la porte. Yu appelle, demandant si Zhang est là. Grâce à la caméra, Zhang voit quelque chose qui le fait immédiatement froncer les sourcils, Yu n'est pas venu seul. Mei est là aussi. Zhang presse l'interphone et demande ce qu'elle fait ici. Yu s'avance et confirme son identité. Mei crie aussitôt que sa fille a de la fièvre. Zhang ne déverrouille même pas la porte. Il pousse une petite boîte de médicaments par l'ouverture de sécurité, la laissant tomber au sol. Il leur dit de la donner à l'enfant. Ça devrait suffire. Yu ramasse la boîte, le remercie encore, submergé de soulagement. Puis Mei se jette vers la porte. Elle ne veut pas juste des médicaments. Elle veut accéder à l'appartement. Elle supplie Zhang de garder la fillette un moment. Il a un chauffage. Son appartement est chaud. Le leur est glacial. Elle dit qu'elle a peur que sa fille meure de froid. À l'intérieur, Zhang s'adosse au mur, bras croisés, écoutant. Il pense qu'elle exagère. S'il laisse entrer l'enfant, quoi ensuite? La mère. Puis les émotions. Puis les demandes. Il répond sans hésiter. Il dit qu'il ne peut pas laisser n'importe qui entrer chez lui. Et en plus, son carburant s'épuise, il ne fait pas si chaud chez lui. L'oncle Yu met la main sur l'épaule de Mei, disant que Zhang a déjà beaucoup aidé en donnant des médicaments. Il devrait rentrer, mettre plus d'habits à la fillette et tenir bon. Mei se tourne, incrédule. Elle demande si un homme peut comprendre ce que c'est que de voir son enfant s'affaiblir peu à peu. Les larmes coulent tandis qu'elle supplie encore à la porte. Elle dit qu'elle sait que c'est inutile, mais qu'elle le supplie de garder l'enfant un moment. Zhang reste immobile. Puis il sourit. Il lui rappelle qu'avant la fin du monde,
elle aurait pu prédire sa réponse presque parfaitement. Dans cet immeuble, tout le monde attend qu'il meure. Ils veulent son appartement, ses ressources, son lit, son chauffage. Il sait ce que ça fait d'être observé comme un garde-manger ambulant. Et l'oncle Yu aussi le sait pour ça qu'au fond, Yu comprend son refus. Yu retourne Mei plus fermement et lui dit que Zhang a raison. Zhang les a aidés. C'est énorme. Réalise-t-elle seulement la difficulté de trouver des médicaments aujourd'hui? Mei, désespérée, contre-attaque. Elle dit que Zhang a permis à une docteure d'habiter avec lui. Donc il a de la place. À travers la porte, Zhang lâche une grenade verbale, lui et la docteure sortent ensemble. Yu se fige. Zhu, dedans, se fige aussi mais pour une toute autre raison. Elle baisse les yeux, le visage rouge. Il a peut-être dit ça juste pour faire taire Mei, mais, ça sonne bien. Yu se reprend, dit à Mei qu'il est temps de partir. Zhang en a assez fait. Elle dit qu'elle sait. Elle voulait juste une meilleure vie pour sa fille. Ils s'en vont. Yu s'excuse encore par la porte et remercie Zhang. Zhang répond qu'il comprend parfaitement. Une fois seul, il s'éloigne de la porte et laisse échapper un long soupir. Il marmonne que cette femme est insupportable. Zhu demande doucement s'il n'y en a pas beaucoup, des gens comme elle. Zhang s'allonge et pose la tête sur les genoux de Zhu comme si c'était naturel. Il admet qu'elle a raison. Il ne peut pas risquer de ruiner sa relation avec Yu en marchant trop fort sur cette mine émotionnelle. Yu vaut trop. Pendant ce temps, dans l'appartement de Yu, le drama continue. Yu fixe Mei, en colère, et demande comment elle a pu agir ainsi. Il demandait à un inconnu de s'occuper de sa fille dans un monde aussi dangereux. Mei dit qu'elle l'a fait pour sa fille. Si quelque chose arrive à l'enfant, quel sens sa propre vie aurait-elle? Yu dit qu'il comprend l'amour d'un parent, mais que la bonté doit être remboursée. Sans Zhang, il n'aurait pas de provision. Il serait mort. Mei fronce les sourcils, agacée que tout revienne toujours à Zhang ceci, Zhang cela. Alors elle fait ce que les manipulateurs font le mieux, elle change d'angle. Elle pose sa tête sur l'épaule de Yu et murmure qu'elle ne pense pas que Zhang mérite autant d'éloges. Après tout, même Yu a peur de lui, au fond. Yu s'écarte, surpris. Elle tente de se rattraper, disant qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça. Qu'elle pense juste que donner des médicaments n'est pas un vrai acte de bonté, juste le minimum. Puis elle plante une graine venimeuse, peut-être que Zhang utilise ses faveurs pour contrôler Yu plus tard. Est-ce vraiment de la bonté et si elle a des ficelles attachées? Elle ajoute que l'appartement de Zhang est grand et qu'ils ne sont que 3 dedans. Il a de l'espace. De la chaleur. N'est-ce pas cruel de laisser d'autres mourir dehors? Le visage de Yu s'assombrit. Il finit par exploser, lui disant d'arrêter. Il dit qu'il sait encore distinguer le bien du mal. N'est-il plus une personne à ses yeux? La fille de Mei se met à pleurer sous la tension. Mei se tourne vers Yu, s'excusant, disant qu'elle ne voulait que son bien. Il se lève et annonce qu'il dormira dans le salon. Elle et l'enfant prendront la chambre. Mei le regarde partir, déterminée à ne pas abandonner. Elle doit trouver un moyen d'entrer dans l'appartement de Zhang. C'est son véritable objectif. Elle regarde sa fille et murmure qu'elle fera n'importe quoi pour qu'elle ne manque plus jamais de rien. Et au milieu de ce petit chaos mesquin d'apocalypse, le narrateur se racle la gorge. Au fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'épisode sans geler, mourir de faim ou abandonner votre compassion, considérez ceci comme votre test de survie. Dans un monde pareil, chaque bonne décision, chaque allié bien placé, chaque petit geste peut littéralement maintenir une histoire en vie. Certaines personnes renforcent leurs portes. D'autres accumulent des conserves. Et d'autres, appuient sur le petit pouce et s'abonnent pour ne pas perdre la seule chaîne qui leur dit exactement quel voisin ne pas approcher. Bref. Retour au désastre.
Les jours rampent lentement. Dehors, les premiers étages de l'immeuble sont complètement ensevelis sous la neige. Le bâtiment ressemble moins à une habitation qu'à un monument semi-enterré à la stupidité humaine. Soudain, dans les congères profondes au niveau du sol, une pelle frappe. Une fois. 2 fois. Petit à petit, un tunnel apparaît, creusé par des gens assez désespérés pour mâcher la terre gelée si ça les rapprochait de ce qu'ils veulent. Après un moment, plusieurs silhouettes rampent hors du tunnel comme des insectes sortant d'une ruche. Ils se lèvent, serrant leurs outils, pelles, barres de fer, haches, armes improvisées. Leur chef sourit avec une grimace sinistre et donne un ordre simple, en avant. Quelques minutes plus tard, un type de l'immeuble, juste un homme avec un seau, essayant de survivre un jour de plus, les repère. Il n'a même pas le temps de crier. Le chef le désigne et ordonne au groupe de l'attraper. L'homme tente de fuir mais est trop lent. Une pelle s'abat sur sa nuque. Il tombe, le sang tachant la neige. Ils enjambent son corps comme s'il s'agissait d'un tas de neige et promettent de s'en occuper en repartant. Ce ne sont plus des voisins affamés. Ce sont des prédateurs. Ils montent, jusqu'au 24e étage. Ils s'arrêtent devant une porte, pas celle de Zhang, pas encore, et le chef dit à un certain Lao de s'en charger. Lao s'accroupit, sort de la dynamite et commence à travailler. Des explosifs dans un couloir d'immeuble gelé. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Il termine la mise en place et recule en criant à tout le monde de se boucher les oreilles. Une énorme explosion secoue l'immeuble. Le bruit frappe l'appartement de Zhang comme un coup. Il ouvre les yeux à un blast comme ça venait d'accent grave côté. Il attrape immédiatement son arme et court vers les caméras. Salon, intact. Chambre, intacte. Porte d'entrée, toujours debout. Sur la caméra du couloir, il les voit. Une douzaine d'hommes rudes, vêtements divers dépareillés, tenant outils et armes improvisées, la fumée flottant encore autour d'eux. Zhang plisse les yeux. Une autre bande. D'un autre immeuble. Ils ont creusé un tunnel, explosé la porte d'un voisin, et maintenant viennent pour la sienne. Il reconnaît les outils, pelles, matériel de chantier. La tête de personnes qui ont l'habitude de faire ça. Et il comprend qui ils sont, un groupe uni d'ouvriers du bâtiment 26, ceux qui ont fait du saccage un mode de vie. Il marche calmement vers sa porte, pensant que si sa réputation a atteint d'autres immeubles, cela signifie que sa présence dépasse désormais son petit royaume. Dans le couloir, le contremaître fixe la porte de Zhang, contrarié. Il peste que même des explosifs n'ont pas réussi à la casser. Lao gratte sa tête, perplexe. Il a fait la bombe lui-même. Elle aurait dû faire sauter cette porte nette. L'un des hommes lève une masse et propose d'utiliser la force brute. Il soulève le marteau. Et c'est alors qu'un petit volet métallique coulisse dans la porte. Une fente apparaît, et les yeux de Zhang regardent dehors, froids et blasés. Il demande, d'une voix d'une platitude parfaite, s'ils veulent vraiment passer cette porte. Sa main se lève légèrement. Dans sa paume, un mélange chimique maison version apocalypse, phosphore blanc dissous dans du dioxyde de soufre. Un cocktail explosif simplifié. Quand ça brûle, ça dépasse les 1000 degrés Celsius. Il n'attend pas de réponse. Il lance. Une bouteille enflammée et une bombe au phosphore blanc traversent l'ouverture et tombent au milieu du groupe. Le couloir devient l'enfer. Le feu explose dans l'espace clos, enveloppant les hommes instantanément. Ils hurlent, se débattent, tentent de fuir, mais le couloir étroit est devenu un piège enflammé. Un homme, entièrement en feu, chancelle vers l'avant, tendant la main vers ses camarades. Une balle interrompt sa supplication. Zhang tire calmement à travers l'ouverture dans la porte, chaque tir propre et précis. Chaque fois que quelqu'un se relève, une balle trouve son crâne. En quelques instants, une douzaine de corps jonchent le sol devant sa porte, certains brûlés, d'autres abattus, tous morts. À l'intérieur, il regarde son pistolet.
hoche la tête, satisfait. Il est content de ne pas avoir gaspillé de ressources dans une mitrailleuse. La consommation de munitions aurait été ridicule. La tempête dehors a déjà éliminé la plupart des menaces faibles. Qui reste? Les vraiment désespérés. Les cruels. Ceux prêts à creuser la neige, faire exploser des portes et tuer tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Pour eux, Zhang a besoin de plus que d'armure et de murs. Il a besoin de stratégie. Il avance dans le long couloir vers le salon, l'odeur de poudre encore sur ses vêtements. Il trouve Zhu, cachée. Elle est recroquevillée, tremblante, clairement terrifiée par l'explosion et les cris. Il s'approche et lui dit doucement que tout est fini. Elle sursaute, rougit et nie aussitôt. Bien sûr qu'elle n'était pas terrifiée. Elle s'est juste mise à l'abri au cas où il y aurait un tremblement de terre. Zhang la regarde comme si elle essayait de lui vendre de la neige en Antarctique. Ils vivent au 24e étage. Si un tremblement de terre arrivait, se mettre à l'abri serait symbolique et ils deviendraient des crêpes. Il ouvre les bras en disant exactement ça. Elle s'embrouille, honteuse, réajuste ses vêtements pour récupérer un peu de dignité. Après un moment, elle admet que ses ouvriers étaient encore plus dangereux que Zhang lui-même. Il hausse les épaules et s'affale sur le lit. Sans armes, dit-il, ils ne sont rien. Dehors, les voisins qui se connaissaient à peine avant commencent à former des familles improvisées, fondées sur la peur et la faim. Des alliances nées de la survie, pas de l'amour. Zhang regarde le plafond et dit qu'il est content de s'être débarrassé de ce groupe, sinon il ne dormirait pas tranquille. Zhu s'assoit à côté et pose la vraie question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se venge? Zhang sort son téléphone. Bien sûr qu'ils vont se venger, mais pas avec plus de balles. Pas encore. Il ouvre le chat général et commence à taper. Il raconte à tout le monde qu'un groupe d'ouvriers du bâtiment 26 est entré pour les voler et les tuer, mais qu'il les a arrêtés. Il ajoute que l'homme du 10e étage a été tué. Les assaillants avaient des explosifs et ont creusé un tunnel sous la neige. Puis il envoie et se recule. Très vite, le chat explose. Les résidents envahissent le canal de messages plein de louanges, heureusement que tu es là. Avec toi ici, on est en sécurité. Tu es notre héros. Zhang lit tout, expression neutre. Puis il rapproche le téléphone de sa bouche et enregistre un vocal. Sa voix est lente, mesurée, un peu fatiguée. Il dit qu'il a presque tout utilisé de ses munitions et qu'il ne pourra pas les protéger éternellement. À partir de maintenant, ils devront compter sur eux-mêmes. Il envoie l'audio et appelle directement l'oncle Yu. Il jette un petit sourire à Zhu pendant que ça sonne. Yu décroche immédiatement, demandant si Zhang est blessé, s'il a besoin d'aide. Il semble secoué, disant qu'il avait déjà bu avec ses ouvriers, mais qu'il n'aurait jamais imaginé qu'ils deviendraient des meurtriers. Zhang touche son menton, pensif. Oui, dit-il, c'est dangereux. Il n'a pas encore de plan complet. Mais ils connaissent désormais leur ennemi. Et ses yeux s'assombrissent d'une malice familière. Il dit à Yu de lui dire tout ce qu'il sait sur ces gens. Après ça, Zhang décidera quoi faire d'eux. Yu hésite. Il demande si Zhang veut vraiment que tout le monde s'unisse contre les ouvriers. Zhang sourit. C'est exactement l'objectif. Yu propose d'écrire dans le chat pour voir combien de personnes répondraient. Peut-être organiser quelque chose. Zhang rejette immédiatement l'idée. Si Yu parle dans le chat juste après l'attaque, les gens vont croire qu'il travaille avec Zhang. Et la paranoïa fera le reste. Ils doivent avancer en silence. Pas besoin de se presser. Zhang a assez de provisions. Les ouvriers sont venus une fois, ils reviendront. Et quand ils reviendront, les voisins courront d'eux-mêmes chercher Zhang. Yu approuve. Zhang est terriblement intelligent. Il raccroche. Zhang se tourne vers Zhu et dit qu'il a une faveur à lui demander. Elle demande ce qu'il veut. Il lui caresse la joue, geste doux, mot dur.
La plupart des voisins, dit-il, le détestent. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire lui-même sans aggraver la situation. Il serre le poing, regard acéré. Elle et l'oncle Yu seront ses yeux et ses oreilles. Ils rassembleront des informations pour lui. Plus vite ils cartographieront chaque menace, plus ils seront en sécurité. Zhu se redresse, la peur remplacée par la détermination. Elle accepte. Elle fera de son mieux. Ellipse, quelques jours plus tard. Zhu arrive en tenue de soubrette. Apparemment, l'apocalypse autorise encore le cosplay tenant un marqueur devant un tableau blanc. Elle dit à Zhang qu'elle a compilé tout ce qu'elle et l'oncle Yu ont découvert. Elle commence à dessiner une carte chaotique et terrifiante de leur nouveau monde. D'abord, leur ennemi principal, Bâtiment 26, a un groupe d'ouvriers unis. Ils sont forts, impitoyables, armés de pelles, de barres d'acier et même d'armes à feu. Elle continue d'écrire, puis entoure un autre numéro, Bâtiment 21, une autre menace majeure. 2 leaders, Oanqian. Zéalu. Sous eux, une meute de jeunes hommes d'une vingtaine d'années forts, agressifs, qui s'appelle la meute des loups sauvages. Après avoir dessiné tout ça, elle souligne les autres immeubles. La plupart des habitants sont déjà partis, suicide. Épuisement. Famine. Les survivants restants sont faibles, ou cachés. Zhang apparaît derrière elle, suffisamment prêt pour la faire sursauter. Il dit calmement qu'il n'y a pas grand monde d'important dans ces autres blocs. Le vrai danger se concentre dans les bâtiments 21 et 26. Il pose une main sur son épaule, elle devient rouge écarlate et dit qu'ils doivent continuer à collecter des informations, surtout sur les armes. Si l'ennemi a des pistolets, des explosifs ou autre chose que le désespoir, ils doivent le savoir. Cut vers un autre appartement, quelque part dans cette jungle de béton glacé. Les ouvriers et les mêmes qui ont attaqué plus tôt sont debout autour d'un autre cadavre, discutant tranquillement de leur prochain mouvement. Leur chef dit qu'ils garderont Zhang pour la fin. C'est le dessert. D'abord, ils vont visiter les autres immeubles. Il trempe sa main dans le sang et écrit un message sur le mur. Une menace. Une promesse. Les habitants du bâtiment 25 reçoivent rapidement un nouveau torrent de messages. Les ouvriers utilisent désormais le chat comme canal de terreur, disant à tout le monde de forcer Zhang à se rendre. Sinon, ils paieront le prix. Zhang Lié sourit. Ils ont répondu plus vite que prévu. Ils tapent que les contremaîtres sont venus et qu'ils sont morts. Si les autres ne peuvent pas se défendre, ce n'est pas son problème. Pourquoi se rendrait-il à ses ennemis? Immédiatement, les gens répliquent, il est en sécurité derrière sa porte spéciale. Eux pas. S'ils refusent de se rendre, ce sont eux qui mourront. Zhang ne change pas un mot. Il dit qu'ils vont mourir de toute façon. Quelle différence ça fait? Un message touche un air à vif, quelqu'un l'accuse de n'avoir rien fait quand il se faisait voler plus tôt. Comment ose-t-il agir comme s'il avait une supériorité morale? Zhang ne s'embête pas à écrire un long texte. Il envoie un vocal. Sa voix est basse, froide, saturée de confiance. Il demande s'il pense vraiment qu'il ne peut pas tuer les ouvriers lui-même. S'il croit vraiment qu'il se cache par peur. Tout l'immeuble se tait. Quelque part, un homme recroquevillé dans une couverture murmure qu'il pensait que la vie serait plus facile sans la tyrannie de Zhang. À la place, une bande encore pire est arrivée. Une qui ne négocie même pas. Il se demande s'ils vont simplement tous disparaître. Il regarde la neige tourbillonner dehors et murmure que si elles ne font pas bientôt, ils sont tous condamnés par le froid, la faim ou la peur. Dans l'appartement de Zhang, le protagoniste pose son téléphone. Son expression est calme, presque sereine. Il appelle encore l'oncle Yu. C'est le moment. Le moment d'arrêter d'attendre la fin de la tempête. Le moment d'arrêter de réagir et de commencer à orchestrer. Le moment de faire comprendre à tout l'immeuble une seule vérité,
ils ne vivent pas sous la loi de la tempête, ils vivent sous la loi de Zagne. Et l'épisode se termine sur cette pensée. Celle d'un homme autrefois taillé en pièces par ses propres voisins, maintenant en train d'arranger calmement le plateau pour que chaque mouvement, chaque panique, chaque supplication, mène implacablement à lui.